C'est dans le Paris étrange, vide, silencieux des débuts de l'occupation allemande que survint un incroyable événement. Une manifestation. Une manifestation de masse anti-allemande. Celle, méconnue, du 11 novembre 1940. Dès le départ, nous étions contre les Allemands, contre le nazisme. Nous étions patriotes. On avait été élevés dans cet esprit-là, le dévouement à son pays, qui était une chose capitale. Ce jour-là, sur les Champs-Élysées, 3000 jeunes, des étudiants, des lycéens, défilent jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et ils vont défier l'occupant. J'étais très patriote. J'étais au lycée Molière, en seconde. J'avais 17 ans, je suis donc entré à Condorcet. J'étais au lycée Chaptal. J'ai eu un oncle qui était à la guerre de 15 ans, qui a été gazé. Ils chantent la Marseillaise. Ils portent des croix de Lorraine et aussi des monceaux de fleurs pour les déposer sur la tombe du soldat inconnu. Ils s'en prennent aux soldats de la Wehrmacht abasourdis. Ils provoquent. Ils rossent les nazis français du mouvement Jeune Front. J'étais très motivé avec mes camarades pour faire quelque chose, mais il fallait manifester. L'armée allemande est intervenue avec des armes de guerre et les choses sont devenues sanglantes. Ici, là, elle est rattrapée par un Allemand qui m'a pris par le collet. Des gens qui criaient « Vive d'eux, vive d'eux, vive d'eux ». Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ça veut rien dire, vive d'eux. On entend quelques coups de feu. Certains ont été placés devant un peloton d'exécution. C'est les Allemands, ils étaient très brutaux. Je suis arrivé un peu tard à la manifestation parce que j'étais collé. Comme eux ce jour-là, 30 000 Parisiens viendront, selon les rapports de police, s'incliner à l'Arc de Triomphe. Nous étions élevés comme cela. Et là, l'idée de patrie était fondamentale. Cette manifestation du 11 novembre 40 fut un coup de tonnerre dans le ciel de l'occupation naissante. La première révolte. Pourtant, elle a longtemps été effacée des mémoires. À peine une plaque dans un coin de Paris. Comme si elle avait été la manif oubliée. Méconnue parce qu'elle a été coincée au fond entre, d'une part, la défaite, l'invasion de Paris, ville ouverte le 14 juin 1940, et puis ensuite par la libération. La libération, 25, 24, 25 août 1944. Et entre ces deux immenses massifs, le 11 novembre 40, c'est finalement un événement qui a été effacé. C'est une manifestation qui dans l'histoire, comme étape, elle n'a pas eu le retentissement que pouvait avoir le 18 juin. D'autre part, elle n'a pas été connue, car il faut se représenter que censure française, censure allemande n'ont pas permis que les journaux en rendent compte en France. Si cette manifestation résonne avec force aujourd'hui, c'est qu'elle nous apparaît comme le premier signe de vie dans une France anéantie par l'étrange défaite dont parlait l'historien Marc Bloch. Anéantie par cet immense exode qui a vu 8 millions de Français jetés sur les routes et 2 millions de soldats prisonniers des Allemands. Une France anéantie, une France humiliée par Hitler, si heureux ce jour-là de sa conquête quand il visite Paris, pour la première et la seule fois d'ailleurs, le 23 juin 1940. La population était complètement effondrée. Nous étions ahuris. Ça a été une surprise épouvantable. La France était l'une des deux grandes puissances du monde. On avait le souvenir de 14-18, on avait terminé en vainqueur, donc on avait plutôt une âme de vainqueur. Sur les routes, une population apeurée, abandonnée par un gouvernement aux abois. Il ne reste bientôt plus ou presque plus d'unités constituées, c'est la débat. La rapidité de la chute de la France, je ne m'y attendais pas du tout. Parce que c'était totalement imprévu et totalement impensable. On chagrinait, ça va de soi, et aussi en colère.
La défaite, dans les conditions où elle s'est produite, a été une humiliation nationale atrocement ressentie, et notamment ressentie par les jeunes. Il n'y avait pas d'esprit de résistance dans la population française, pas encore. La France n'était pas démolie, mais il y avait une sorte de vide, Nous étions quand même dans un pays vaincu, on le sentait. Il faut imaginer la détresse des Parisiens cet automne 1940. Ils découvrent une ville, une France à l'heure allemande. Ils entrent dans l'hiver de l'occupation sans savoir combien il durera. Et pour ceux qui veulent agir, que faire? De Gaulle est à peine connu, la résistance n'existe pas. Et ils sont désespérément seuls dans une France sonnée. Il découvre Paris avec des affiches allemandes, des drapeaux allemands, rue de Rivoli, sur les hôtels, etc. La présence allemande est visuellement très forte. La présence allemande dans les rues est très forte. Les permissionnaires, les soldats, les vaguemestres, les voitures allemandes. Donc Paris est occupé et c'est un premier choc. Visuellement, on découvre l'humiliation et on la subit. L'image de Paris était absolument horrible parce que il faut vraiment avoir vécu cela pour se représenter ce que c'était cette ville avec des drapeaux rouges, croix gammées partout, des panneaux en allemand. C'était une véritable horreur. À tous les carrefours, il y avait des croix gammées, des panneaux qui indiquaient la direction pour les troupes. Depuis que les Allemands étaient là, c'est-à-dire depuis le 14 juin, Paris était muet complètement. Et les Parisiens étaient abasourdis, sans réaction. C'était tellement imprévu que les gens disaient que c'est pas possible, et ils sont restés absolument sans réaction. Le désert complet dans la ville, et puis les troupes allemandes qui ont commencé à défiler sur le boulevard de la Madeleine, et on les apercevait de la fenêtre de l'appartement de mes parents, dans la rue du Faux. Tous les jours, ils nous faisaient le grand défilé, la grande parade aux Champs-Élysées, avec tambour, trompette et clochette, là, et tambour-major qui jette son bâton en l'air. Et ils nous offraient un magnifique spectacle de parade, mais beaucoup de gens tournaient le dos et ne regardaient pas. Goebbels, le chef de la propagande allemande, en visite à Paris le 23 juillet, avait trouvé la ville trop triste. Il avait exigé que Paris redevienne Paris au plus vite, qu'elle retrouve activité et gaieté. Elle devra donc être, en attendant la capitulation d'Angleterre, la vitrine d'une occupation correcte, moins terrifiante que celle connue par la Pologne. C'est ainsi que Paris devint une ville de plaisir, où tout est organisé pour le confort, le réconfort des Allemands. Restaurants, théâtres, cabarets, cinéma leur sont réservés. Ça revient, la vie recommence, ça revient. Très vite, on s'est dit c'est pas possible, on peut pas supporter ça, on peut pas supporter les Allemands, on peut pas. Et on n'avait pas d'hésitation, nous. On n'a jamais eu d'hésitation. C'était une souffrance de voir ces soldats allemands, et j'étais excessivement désagréable avec eux quand ils s'adressaient à moi. Parce qu'il se trouve que je correspondais tout à fait à leur type. J'étais blonde avec des yeux verts. Voilà. Alors vous comprenez qu'ils essayaient de « promenade, mademoiselle », etc. Alors ça, moi, non. Le fait, brutal, d'être confronté à une occupation d'une armée étrangère, ça fait quand même pas un choc. Puis l'interdiction de ceci, l'interdiction de cela, le fait de voir des Allemands pas en uniforme tous les jours, parce qu'ils avaient fait un Soldatenkino, c'est-à-dire un cinéma pour donc les troupes. Et naturellement, c'était plein d'Allemands. Bon, ça a excité, les jeunes gens, comme moi, pas à l'époque. Il n'était pas question une seule minute que l'on soit aimable avec ces gens-là. Ah non, non, non. Pour contrer cette mauvaise humeur française, la propagande allemande commande de faux reportages comme celui-ci, où de bons Français viennent apprécier les concerts de musique classique donnés par cette troupe si cultivée.
pour cacher sans doute, comme le rappelle l'historien Jean-Pierre Azéma, que les soldats de la Wehrmacht avaient découvert à Paris une ville sans regard. Mais Paris, le vrai Paris était mort complètement. Et puis la vie d'un peuple occupé, avec tout ce que ça pouvait comporter de contraintes, de privations. La plupart des Français n'ont plus qu'une idée en tête, manger, et qu'une obsession, faire la queue. La radio égrène chaque jour ces tristes litanies. Cette semaine, 150 grammes de viande de boucherie en échange des tickets 1, 2 et 4. 90 grammes de viande supplémentaire pour les J3 en échange du ticket DH. L'élément essentiel, c'était la faim. Nous avions tout le temps faim. Comme tout le monde, elle fait la queue, n'importe où pour n'importe quoi. Depuis début octobre est rationné tout ce qui se mange et se boit. Le charbon français est réquisitionné par l'occupant. On a froid, à l'approche d'un hiver qui sera rigoureux. Mais outre le froid, ce qui va marquer les esprits français et un peu les réveiller, c'est ça. La poignée de main de Montoire entre Hitler et Pétain. Montoire, autrefois, c'était seulement un nom dans l'indicateur. Et puis un jour, Montoire est entré dans l'histoire de France. Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. C'est la confirmation pour ceux qui en doutaient de la politique de collaboration avec le Troisième Reich. Le premier redressement de notre pays. Pour les lycéens et les étudiants qui défieront les Allemands 2 semaines plus tard sur les Champs-Élysées, la poignée de main de Montoire fut le premier élément déclencheur. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. C'est le discours de Pétain qui, d'une certaine façon, donne de l'importance à Montoire en disant « j'ai choisi, Françaises et Françaises, j'ai choisi la collaboration, c'est la meilleure voie pour la France ». Et cette rencontre Pétain-Hitler, elle choque, elle ne passe pas. Et le premier jour où on a entendu Pétain, on a été contre lui. Avec mes parents, on a dit il faut faire quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on va le faire. On n'acceptait pas ni la capitulation, et surtout pas la collaboration. Il fallait la dénoncer. Cette décision d'engager la France dans la voie de la collaboration a été un choc pour beaucoup de Français, marque une rupture. Là, on a eu un deuxième traumatisme après la débâcle. Jusque-là, une grande partie de l'opinion s'interrogeait, se demandait si Pétain jouait le double jeu, si tout en ayant accepté la logique du régime de Vichy, donc l'abolition de la République, est-ce qu'il n'était pas en train de préparer secrètement une reconquête? Les gens avaient beaucoup de mal à croire qu'il entrait dans une logique de collaboration avec l'Allemagne et qu'il risquait donc de se retourner contre nos alliés. Le portrait qu'on trace d'une France totalement soumise, admirant ces Allemands qui sont corrects, s'il peut être ce portrait, et je le discute, mais enfin si on peut admettre qu'il a une part de vérité, au moins dans l'été 1940, dès l'automne 40, c'est terminé, les Français sont potentiellement dans un refus de l'occupation et de l'Allemagne. Tout ça a créé un genre de sursaut patriote, un sursaut national, qui a pu beaucoup pousser les participants à la manifestation du 11 novembre à se rendre à cet événement. Il y a eu, au lendemain de la déclaration de Pétain, une fermentation patriotique, notamment parmi les étudiants de la Sorbonne. Si la poignée de main de Montoire a choqué le pays, c'est une affaire politique et universitaire qui, à la veille du 11 novembre, va mettre le feu aux poudres. Le 30 octobre, le célèbre professeur Langevin, immense figure de la science française, ami d'Albert Einstein, est arrêté par les Allemands. Il a été arrêté à l'école de physique et chimie par le chef de la Gestapo lui-même, le colonel Bömelburg. L'arrestation du professeur Langevin, qui était ce grand physicien communiste, ou de grande sympathie communiste,
qui a été arrêté, ce qui a provoqué une vive réaction du Parti communiste clandestin. Et on décide de faire une manifestation le 8 novembre. Le résultat a dépassé tout ce que nous pouvions attendre. Nous sommes retrouvés, une quarantaine, dans le petit square devant la Sorbonne, avec des barrages de police français tout à fait impressionnants, qui interdisaient tout accès au Collège de France. Et pendant environ 3/4 d'heure, il y a eu une espèce d'affrontement silencieux. Ah oui, il y a eu une grosse ébullition. Dans le monde entier, il y a eu des articles partout, aux États-Unis, en Angleterre, en Russie, dans le monde entier. Et à Paris, je sais que mon père est allé voir toutes les personnalités qui pensaient susceptibles d'agir pour le faire libérer. Et il y en a qui ont réagi et il y en a qui n'ont rien fait. L'affaire Langevin est, après la poignée de main de Montoire, le deuxième élément déclencheur dans l'explosion à venir le 11 novembre 1940. Il manquait un troisième élément déclencheur. C'est qu'à Vichy, l'approche de ce premier 11 novembre sous la botte allemande est la cause de bien des tourments pour Pétain. Impossible. Surtout pour le vainqueur de Verdun de faire l'impasse sur les morts de la Grande Guerre. Mais comment commémorer le 11 novembre sans offenser l'occupant? C'est un terrible casse-tête. Le 11 novembre était en France la seconde fête nationale. Chaque 11 novembre avait été, pendant l'entre-deux-guerres, occasion de recueillement. Songez qu'il y avait, parmi les jeunes d'une vingtaine d'années, peut-être plusieurs centaines de milliers qui étaient des orphelins de guerre. Et d'autre part, par contraste, le souvenir de la victoire qu'avait été le 11 novembre 1918 était quelque chose qui pouvait remuer les consciences, sans aucun doute. Les autorités allemandes ont entendu parler, dans le courant du mois d'octobre, de velléités de célébration du 11 novembre 1918. Nous en parlions ouvertement à la bibliothèque, tout ça c'était... Et ça marchait bien parce que les étudiants voulaient visiblement faire quelque chose. Et tout de suite, le réflexe du haut commandement allemand, ça a été de dire il n'en est pas question. Évidemment, le 11 novembre ne sera pas une journée fériée. Évidemment, il est interdit qu'il y ait une quelconque manifestation au moment du 11 novembre. Elles sont interdites par les autorités d'occupation. Le 11 novembre 1918 est une insulte à l'honneur de la Wehrmacht, de l'armée allemande, et a demandé aux autorités françaises d'interdire toute célébration du 11 novembre 1918. On imagine les contorsions du maréchal et de son gouvernement. On va donc s'incliner à Vichy, ça deviendra une habitude, et masquer le déshonneur derrière une formule hypocrite. On célébrera les morts du 11 novembre, mais 10 jours avant, le jour de la Toussaint. Aujourd'hui, en cette Toussaint 1940, la pensée de tout un peuple se penche vers ses morts, et surtout vers ceux qui sont tombés pendant l'affreuse épreuve que nous venons de traverser. Inclinons-nous aussi pieusement devant la mémoire de nos morts de 14. Et d'une certaine manière, ce sont ces précautions allemandes et vichysoises, enfin de l'administration parisienne, qui popularisent cette date du 11 novembre. 11 novembre, vous vous rappelez. Mais aujourd'hui, nous ne devons plus penser qu'à nous recueillir et qu'à prier. Nous étions tous furieux, d'abord, bien entendu, et de l'impossibilité, de l'interdiction d'aller... et bien entendu, comme on nous l'avait interdit, nous avons dit, bon, on va y aller. Bon, ça c'est une réaction normale. Nous avions su que la préfecture de police, qui pour nous était une préfecture, était dirigée par les Allemands, avait interdit d'y aller. Par conséquent, nous étions bien décidés à y aller. Nous allons faire une manifestation le 11 novembre pour rappeler aux Allemands qu'en 18, c'est nous qui étions vainqueurs et qu'on n'accepte pas l'armistice. Face à ce diktat de l'occupant, des étudiants d'horizons politiques très différents, voire même opposés, décident d'organiser la contestation. Ils rédigent un tract. Les dirigeants de la Corpo de droit, Jean Epstein, sympathisant de l'Action française, et André Pertusio s'associent avec d'autres leaders étudiants, comme François Lescure,
proche des communistes. Il ne faut pas penser qu'il y a eu un état-major qui a organisé tout ça en disant non, absolument pas. Il y avait en même temps l'idée lancée par les gaullistes, mais François Lescure y a été associé, d'une manifestation à l'Étoile le 11 novembre. Nous avons décidé de nous rassembler là où tout se termine quand il s'agit de la France, c'est-à-dire à l'Arc de Triomphe. Et nous avons commencé alors à utiliser les machines à reproduire de la faculté de droit qui étaient destinées à autre chose pour appeler les étudiants à se rassembler le 11 novembre dans l'après-midi. Ce tract, il a été rédigé dans un appartement 5 boulevard Saint-Michel par Monsieur Bélanger, qui était un des responsables du mouvement associatif étudiant. Il y avait aussi avec lui Monsieur Lescure, Monsieur Pierre Lefranc, donc un certain nombre de personnes qui commençaient à s'engager dans la résistance. Et ce tract est un document magnifique parce qu'il est directement dans la continuité de l'appel du 18 juin 1940. Il appelle tous les étudiants de France à s'unir sans aucune connotation idéologique. Un beau jour, on distribue des petits tracts. Il y a eu des tracts, j'en ai pas eu entre les mains, mais de bouche à oreille, et surtout par les lycéens de Janson, qui étaient souvent des frères ou des cousins de mes compagnes de la Tour. Nous avions su qu'il allait dans une manifestation. J'ai effectivement été alerté par des camarades qui préparaient l'école des colonies. Et c'est eux qui l'ont un petit peu motivé. J'ai découvert la réunion qui était projetée contre l'interdiction de la commandanture en trouvant sur mon pupitre un petit papier manuscrit qu'on me demandait de recopier et de distribuer. Tout ça avait été fait clandestinement, hein. Ça avait été fait de bouche à oreille, hein, par des coups de téléphone, etc. Quand on ne peut pas faire de publicité, c'est pas facile de rassembler des milliers de personnes. Les proviseurs ont fait passer des notes en disant interdiction formelle de participer à tout mouvement le 11 novembre. Tout élève qui aura quitté le lycée pour se rendre à cette manifestation sera immédiatement renvoyé. Bon. Alors on a reçu ça. Il n'y a rien de tel que pour nous donner encore plus envie de manifester. « 5 heures du matin. Des personnalités amenées par l'avocat André Veil-Curiel se recueillent devant la statue de Georges Clémenceau. Ils y déposent une gerbe de fleurs avec cette inscription de la part du général de Gaulle. Il faisait très noir, se souvient Veil-Curiel. Je ne voyais que la lumière rouge qui brûlait au poste de police de l'autre côté de la rue. Elle me fascinait, et je faillis m'étaler dans les fleurs avant de déposer la couronne au pied du roc. On oppose à Pétain le personnage de Clémenceau, Je fais la guerre, le personnage qui porte le surnom de Père la victoire. Le choix est donc très clair. D'après le rapport de police, 300 personnes vont défiler devant la statue de Clémenceau dans la matinée et une centaine de bouquets seront déposés. 10h40. Une vingtaine d'étudiants remontent les Champs-Élysées vides. La police française, étonnée, les oblige à se disperser. 11h45. Une vague de lycéens, cette fois, une centaine, emmenés par leurs professeurs du lycée Lacanal, parviennent jusqu'à l'Arc de Triomphe. Certains professeurs Baudouin, à Lacanal, et ses étudiants qui ont été interpellés, et ils ont été questionnés par la police et relâchés, sauf leur professeur, qui va rester plusieurs mois en prison. 15h, lycée Janson de Sailly. Une vingtaine de lycéens font le mur. Ils sont entraînés par Igor de Schotten. Et ils transportent une gerbe bien insolite. Nous avons fait une collecte. Nous avons été chez notre fleuriste le plus proche. Je lui ai demandé, avec mon petit capital, de me faire des fleurs. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé une croix de Lorraine bleu ciel de 2 mètres de haut, posée sur une planche,
C'était quand même assez outré, étant donné les circonstances. J'ai fait passer des instructions à mes petits camarades en leur recommandant de sécher le dernier cours de manière à sortir à 3 heures. On était peut-être tout cassé une vingtaine quand on est parti de Janson-de-Sailly pour aller jusqu'à l'Étoile. Mais par contre, on est parti avec notre croix de Lorraine, ce qui n'était pas tellement discret, il faut reconnaître que pour aller là-bas, on s'est fait repérer. C'est assez amusant, c'est la réaction des commerçants qui, en nous voyant passer, on s'est dit ça va mal se terminer, et avaient tendance à fermer leur rideau de fer pour dire que c'est pas bon que ça casse. Et puis ils sont arrivés presque au bout de l'avenue Victor Hugo, et là ils ont aperçu d'un côté les Allemands, toujours avec leurs plaques sur la poitrine, les feldgendarmes, et de l'autre côté, nos policiers français, avec leurs pèlerines et leurs képis. S'il n'y avait pas eu la Croix de Lorraine pour me retenir, je crois que je me serais assis par terre de trouille. Il y avait un supérieur, un adjudant, un chef, qui m'a dit « Monsieur, qu'est-ce que vous venez faire ici ?» Je dis « Monsieur, vous voyez bien, on vient déposer nos fleurs. » « Bien, messieurs, suivez-nous. » Et à la barre mais au nez des Allemands, ils ont continué, ils sont allés jusqu'à l'Arc de Triomphe. Les Allemands n'ont strictement rien dit. Naturellement, les policiers français en civil qui étaient là leur ont dit « Bon, maintenant, messieurs, partez, ne faites pas les cons. » C'est un symbole absolument extraordinaire quand on y pense qu'une croix de Lorraine de 2 mètres de haut ait été déposée sous l'Arc de Triomphe en pleine occupation. 15h30. Le mot d'ordre a circulé. Les premiers groupes se mettent en marche, au départ des lycées parisiens. Alors là, vous voyez, ici, c'était la classe de philo 3, d'où je suis parti pour la manifestation du 11 novembre. On sèche le dernier cours, on sort, on savait qu'il y avait des philos qui sortaient à 3 heures, 15 heures, et on s'est glissé dedans. C'était le début de l'année, le concierge ne connaissait pas encore toutes les têtes. Certains lycées avaient été bouclés. Quand les élèves étaient à l'intérieur, les proviseurs avaient bouclé les portes. Nous, le lycée Saint-Louis n'a pas été fermé, donc on a pu sortir facilement et puis rejoindre les Champs-Élysées. Nous sommes partis avec, par le boulevard des Batignolles, à pied bien entendu, puis la Muvagramme. Et nous sommes partis donc du 16e de la rue de la Tour pour aller à pied jusqu'à l'Étoile. Après les cours, j'ai pris le métro pour aller aux Champs-Élysées. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur les Champs-Élysées le 11 novembre 40. Le concierge ne nous a pas laissé sortir. Et il nous a empêchés de sortir, alors on est venu là, puis voilà le bâtiment nouveau où on a escaladé les grilles du gymnase. « 16h. Ils arrivent de toutes parts, seuls, par petits groupes qui convergent vers la place de l'Étoile. C'était très impressionnant, parce que nous sommes arrivés sur des Champs-Élysées qui étaient vides de circulation, mais où il y avait énormément de gens. Mais je me rappelle arrivant sur cette place grouillante d'enfants, de lycéens et de lycéennes, et d'élèves de toutes sortes. J'étais parmi les premiers, et il y avait parmi nous des adultes qui sortaient des bureaux ou qui prenaient un verre à la terrasse d'un café. C'est vraiment des petits groupes d'une dizaine, peut-être d'une centaine au grand maximum, correspondant à des classes, à des groupes d'étudiants, et qui remontent vers l'Arc de Triomphe sous l'œil stupéfait des militaires allemands qui ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Il a commencé à remonter les Champs-Élysées avec tous les autres qui étaient venus de tous les lycées, les facultés, etc. Et puis aussi d'autres personnes qui se sont jointes à nous, qui ne faisaient pas partie du monde de l'enseignement, mais qui ont grossi encore nos rangs. Je devais aller ce soir-là au théâtre, à la Comédie Française. J'étais allé aux Champs-Élysées pour prendre un verre
Alors les terrasses de café étaient entièrement occupées par les Allemands. Et c'est là où on a entendu, à un moment donné, chanter la Marseillaise. Je me suis joint au cortège. C'était les étudiants qui allaient ranimer la flamme. On chantait la Marseillaise. Il y avait des cris qui n'étaient pas très agréables pour les Allemands. Et il y avait déjà des vifs de Gaulle. Mais c'était pas beaucoup. Il y avait une espèce de ronronnement, tout le monde chantait, reprenait, recommençait, arrivait, partait. Il y avait des gars qui étaient arrivés avec 2 cannes à pêche. Et entre les cannes à pêche, il y avait un bandeau Vive 2, sans rien à côté. Pourquoi est-ce qu'ils crient Vive 2 ? Je n'ai su que longtemps après que c'est parce qu'ils portaient des Gaules sur l'épaule. Il règne encore une atmosphère potache à ce moment-là. Des étudiants farceurs remontent l'avenue avec 2 petits ânes portant sur le postérieur les lettres WH, l'immatriculation bien connue des véhicules allemands. Ou encore ce militaire français, uniforme de chasseur alpin, qui toise les Allemands à la terrasse des cafés et vocifère « Vive Flaubert, vive Pascal, vive Montaigne, vive Victor Hugo, vive Rimbaud, vive la France ». 16h30, c'est là que commencent les premiers incidents sérieux. Et alors petit à petit, on a eu le sentiment de notre force et on a commencé à faire des imprudences qui consistaient à chahuter les Allemands dans leur voiture. On en a même giflé un. Il y a même un balayeur qui s'est mis à assommer un officier allemand, ce qui était un geste magnifique. C'est peut-être le plus beau geste de résistance de cette époque. Il était en train de balayer le ruisseau des Champs-Élysées et puis il a vu passer, arrogant, vous savez comme j'étais, beau, bien bâti, un bel officier allemand. Alors il n'a pas tenu le coup, il a craqué comme on dit, il a pris son balai et s'est mis à taper dessus. Et à ce moment-là, la police française, il y avait en civil, nous a dit ça va se gâter, ça va se gâter. 17h30. Le mouvement jusque-là dispersé devient tout à coup compact. Sur la place de l'Étoile, les agressions se multiplient contre les soldats français. Les Allemands sont même contraints de battre en retraite. En arrivant devant le Claridge, qui était l'hôtel où tous les hauts dignitaires allemands habitaient, on éloignait le public par des barrières. Il y avait une sentinelle qui obéissait au coup de sifflet d'un sous-officier et les barrières avaient été renversées. Le sous-officier avait disparu et le malheureux soldat, qui devait avoir notre âge, était blanc de peur et se disait « qu'est-ce qui va m'arriver ?» Il ne savait pas quoi faire. L'affaire a commencé, les bagarres ont commencé en bas des Champs-Élysées. À peu près à la hauteur de la rue du Colisée, il y avait une boutique du Jeune Front, des collabos, qui était en train de se faire caillasser gentiment par des élèves d'école qui étaient déjà sortis. Des jeunes nazis français ont voulu s'opposer. Ceux qui se trouvaient en face de leur permanence ont cassé la vitrine et c'est à ce moment-là que tout s'est déchaîné. Les étudiants les prennent à partie. Pourquoi vous êtes en uniforme fasciste? Pourquoi vous saluez comme les Allemands? Et eux leur répondent, vous êtes de jeunes imbéciles, vous n'avez rien compris au nouvel ordre européen, au nouvel ordre hitlérien. Ça avait pris des proportions absolument énormes. C'était vraiment la grosse bagarre. 18h. La place de l'Étoile est maintenant noire de monde. Les jeunes continuent à affluer. Les croix de Lorraine, les bouquets volent autour de la flamme du soldat inconnu. La nuit tombe. La ferveur est à son comble quand éclate une immense Marseillaise. Alors là, on a trouvé à notre grande surprise une foule à laquelle on ne s'attendait pas. Et c'est à ce moment-là que tout s'est déchaîné. On a entendu crier « Vive de Gaulle », on a entendu la Marseillaise, et puis les gens se sont rentrés dedans. Au même moment, les Allemands, jusque-là déboussolés, décident de réagir. Le général Schaumburg, chef de la sécurité du Groß Paris, envoie une compagnie motorisée. Elle remonte les Champs-Élysées.
Les mitrailleuses sont pointées sur les manifestants. Quand on a eu fini de chanter, on s'est rendu compte qu'on était entouré de camions allemands et d'Allemands qui sortaient leurs fusils mitrailleurs, je ne sais pas ce que c'était d'ailleurs, et qui commençaient à se braquer sur nous. Il était à peu près 6 heures un quart, et vraiment les Allemands arrivent massivement. Il n'y avait plus de policiers français pratiquement, mais c'était vraiment l'armée allemande qui intervenait. Les Allemands qui avaient fait un barrage en haut des champs, à peu près à hauteur de Rutulsit, hein, et qui descendaient, vous savez, au coude à coude pour nous empêcher de monter. Et là, l'armée allemande intervient de manière extrêmement brutale, avec des tirs de mitrailleuses, des coups de crosse, des coups de matraque très violents, des véhicules qui tentent d'écraser les manifestants pour les obliger à se disperser. Nous avons vu les sidecars allemands qui sillonnaient en zigzag les trottoirs pour rabattre les gens afin de les faire prendre par les flics. Et on s'est rendu compte, évidemment, à ce moment-là, qu'on ne pouvait pas rester, que c'était à la fois dangereux, inutile. Et on s'est sauvés quand ils ont commencé à tirer. Ça a commencé à crier et à se sauver et à tirer. Et là, qu'est-ce que vous voulez, on s'est sauvés. On avait 14 ans. On n'était pas armés, on n'était pas montés pour se battre. On était montés pour manifester pour le 11 novembre. Et on s'est bêtement sauvés. En courant, on est redescendu à Champs-Élysées-Clémenceau. Il y en a beaucoup, comme moi d'ailleurs, qui n'ont jamais pu atteindre l'Arc de Triomphe. On a appelé Champs-Élysées, puis ensuite avec l'intervention, non pas des Allemands, la préoccupation, c'était de leur échapper. Bon, voilà. Alors, on a éclaté dans toutes les directions. On ne peut pas faire autrement. Hein. Comme il n'était pas question de résister. Alors, chacun a filé comme il a pu. On a couru dans tous les coins. Hein. Moi, si je ne m'étais pas caché en dessous d'un comptoir du Prix Unique qui est au coin de la rue de Berry... Alors nous nous sommes sauvés. Il y avait un café qui s'appelait Le Français. Il n'existe plus maintenant. Nous sommes entrés dans le Français comme des bombes et nous nous sommes cachés pendant un bon moment. Je suis entré dans un immeuble, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de code ni rien. Il suffisait d'appuyer sur la machine, la porte s'ouvrait. Et puis, je me suis caché sous un escalier dans l'immeuble. Et puis là, j'ai plus bougé pendant peut-être 2 heures. Je n'ai pas bougé. J'ai vu un camion où on embarquait des jeunes. Les Allemands embarquaient dans les camions pour les arrêter. Je me suis mis à gueuler « bande de salauds, bande de vaches ». Bon, ça a attiré l'attention d'un militaire qui se trouvait derrière moi, qui m'a collé un grand coup de crosse dans le dos. J'étais destiné à partir avec ses camarades dans les prisons allemandes. Et à ce moment-là, son attention a été distraite. Il m'a lâché un instant et je crois que j'ai battu ce jour-là un record mondial du 100 mètres. J'ai retraversé la place de l'Étoile et je suis gagné devant le Publicis. Et à ce moment-là, j'ai été empoigné par un Allemand qui m'a mis dans un camion bâché. Voilà. À cette occasion, comme dans toute la guerre ou ailleurs d'ailleurs, il ne faut pas être au mauvais moment, au mauvais endroit. Bon, il y en a qui ont eu de la chance, moi par exemple, et puis d'autres qui n'en ont pas eu. Nous avons des camarades qui ont été blessés par balle. Pierre Lefranc, notamment, a été blessé par une grenade qui lui a explosé dans les jambes. Maître Michaud a eu 14 fractures de la face à coups de crosse. Les policiers avaient raflé absolument tous les jeunes qui sortaient des stations de métro. Imaginez que Paris est une ville vide, avec les prisonniers de guerre, les gens fuient en se battant. 1000 arrestations, c'est quelque chose d'énorme. Donc vous voyez que ça n'était pas une plaisanterie. Et j'étais trimballé dans Paris, dans 2 hôtels. L'hôtel avenue de l'Opéra d'abord, où j'étais interrogé, où on m'a demandé mon adresse, mon âge, ainsi de suite. Après, je me suis retrouvé à l'hôtel Castiglione. Et il y a eu un moment, on nous a fait un simulacre de fusillade. Et on a entendu les Allemands qui commençaient à manœuvrer leurs fusils. Et il y a une jeune fille qui était à côté de moi qui est tombée, qui a fait un malaise. et là, j'ai eu peur. Un général allemand est arrivé sur ces entrefaites et qui, naturellement, a demandé ce qui se passait, puis s'est approché de nos amis, et il s'est exclamé en français « mais ce sont des enfants ».
Et il s'est mis naturellement à engueuler, n'a pas comme seule la langue allemande permet d'engueuler quelqu'un, n'a pas les soldats qui étaient là. Le bilan au soir du 11 novembre 1940, 15 blessés dont 5 graves, comme Pierre Lefranc. 1041 arrestations pour la plupart des lycéens. Et 123 incarcérations longues, comme pour André Damasio. Et je suis rentré à 10 heures à la prison de la Santé. Ma famille ne savait pas du tout où j'étais. Et ma mère m'a cherché pendant 2 jours, elle est allée jusqu'à la morgue pour chercher son fils. Les étudiants ne pensaient pas, je crois, que la réaction allemande serait aussi forte. C'est la première fois qu'il y a eu dans le centre de Paris une intervention de la troupe allemande. L'aura de la manifestation du 11 novembre était donnée par les Allemands eux-mêmes parce que dès le lendemain, ils ont fait passer des blindés sur le boulevard Saint-Michel et surtout l'université a été fermée. Je me demandais ce qu'on allait devenir, si vous voulez, parce qu'on n'avait aucune information. Pendant 3 semaines, je n'ai pas su ce que j'allais devenir. Je ne savais pas du tout. Pas du tout. Finalement, les jeunes gens seront libérés au mois de décembre. Je n'ai eu le droit de rentrer au lycée que le 3 janvier. J'ai été reçu par le surveillant général, mais qui était surtout un ancien de la guerre de 14. Alors il m'a dit, qu'est-ce que vous allez foutre là-dedans? J'ai dit, mais monsieur, c'est pour vous que je suis allé là-bas. Ouais, foutez-moi le camp. Le régime de Vichy a été ébranlés, ils sont autour de Pétain, ils se posent des questions. Pétain, il nous dit « j'ai la jeunesse avec moi », puis là il s'aperçoit que la jeunesse, ou en tout cas une partie de la jeunesse n'est pas avec lui, mais elle est déjà avec De Gaulle et avec la résistance. Ça, c'est un profond traumatisme. Les étudiants et les gens ont été pris à partie par la presse collaboratrice de Paris. Nous nous sommes fait traiter de tout, de vallée de la plutocratie, de bourgeoisie décadente, enfin, etc., etc., etc. Laval est absolument furieux. On a un communiqué qui nous dit les manifestants sont des petits gamins qui ont commis un geste complètement irresponsable. Des égarés, des jeunes gens égarés. Donc la responsabilité, c'est évidemment celle des manifestants. Le désordre, l'affaiblissement de la France. Pétain avait dit le 10 novembre, le dimanche, l'hiver sera rude, et donc il faut se rassembler, etc. C'est la première manifestation collective d'opposition à l'occupant et pour certains au maréchal Pétain. C'était pas dit. Le maréchal Pétain, en principe, il est au-dessus de la mêlée, respecté par tous. Mais vu la phrase « Je m'engage aujourd'hui dans la voie de la collaboration », il n'est pas possible qu'il n'y ait pas eu aussi sous-jacente une réaction au maréchal Pétain. Et par l'écho international que ça a eu, ça a coûté cher à l'Allemagne. Les Allemands font une analyse aussi, ils ont été une analyse où la surprise domine. La surprise devant cette manifestation vigoureuse, c'est vraiment ce qui frappe qu'un homme comme le général Stupnagel signale en disant surprise, et en même temps la volonté de ne pas, par une répression encore plus sévère que celle qui a eu lieu, de ne pas transformer la France en zone de guerre. Les Allemands n'ont pas du tout compris qu'ils avaient là affaire au début de la résistance parisienne et au début de la résistance nationale. Ça a été la preuve pour notamment les Anglais et le reste du monde qu'il y avait de la résistance en France. C'était le premier acte spectaculaire de résistance qu'il y ait eu en France. Pour nous, ça ne nous paraissait pas extraordinaire. On était un peu fiers quand même, assez contents d'avoir lutté dans notre
dans l'impossibilité contre les Allemands. Les Français se sont dit, ah, ben, il y a tout de même de la résistance, tout n'est peut-être pas perdu, parce que tout de même, pour que des jeunes si nombreux fassent une manifestation, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose. Nous n'avions peut-être pas mesuré l'importance que cela pouvait avoir. La manifestation du 11 novembre confirme De Gaulle dans la justesse de son analyse du 18 juin 1940. C'est la preuve que sur le sol national, pas seulement à Londres, comme un exilé lointain, protégé et financé par l'Angleterre, sur le sol national, il y a une réalité de la résistance française, réalité d'autant plus importante qu'elle a le visage de la jeunesse. Excuse de vous dire ça, mais pour moi, c'est un début du Conseil national de la résistance et de la politique qu'a réussi Jean Moulin. Depuis que les Allemands étaient là, c'est-à-dire depuis le 14 juin, Paris était muet complètement. Et ce jour-là, on avait l'impression que la France retrouvait la parole. Maurice Schumann m'a dit, j'ai vu le général de Gaulle essuyer une larme à cette occasion. Et le général de Gaulle ne devait pas pleurer souvent. Le ciment de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice, qui, malgré retombe, continuent à mourir pour la France, de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le vers de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Les manifestants du 11 novembre 1940 auront été parmi les premiers à refuser cette honte. Après eux, en même temps qu'eux, vont naître des journaux clandestins, des réseaux, des mouvements de résistance. Peu à peu, le pays va se réveiller, jusqu'au maquis de 1943 qui marqueront l'émergence de la résistance en France. « 15 jours après l'événement, le général de Gaulle rendra hommage aux manifestants du 11 novembre 1940 dans un discours peu connu, prononcé à la BBC. Cette passion, c'est la fureur, la bonne fureur, la féconde fureur à l'égard de l'ennemi et de ses collaborateurs, solide fureur, puissante fureur, noble fureur qui anime nos forces servant sous les trois couleurs et la croix de Lorraine. C'est cette sainte fureur française, celle de Jeanne d'Arc, celle de Danton, celle de Clémenceau qui nous rend l'espérance, qui nous fait retrouver les armes. Cultivons cette fureur sacrée pour hâter le jour où la force nous fera justice de nos ennemis et de leurs amis de Vichy.